L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, fidèle ami internaute, je reçois pour vous Maître Renaud Agbodjo. Il est avocat au barreau de Cotonou, du Bénin bien évidemment. Il est l'un des avocats de Rekia Madougou, il est l'avocat personnel de l'ancien président Thomas Boniaï, militant du parti politique Les Démocrates. Il assure le poste au sein de cette formation politique de conseiller juridique. Avec lui, nous parlons de la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et les responsables du parti politique Les Démocrates. Nous parlerons également sans doute de Rekia Madougou. À l'issue de cette rencontre, quelles sont les issues possibles? Et nous parlerons également de cette guéguerre entre les démocrates et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Renaud Agbodjo, bonjour. Bonjour Monsieur Kader. Merci d'avoir ajusté l'agenda pour être là ce matin. Je vous remercie de l'invitation. Merci infiniment aussi pour la disponibilité. Alors, le président Patrice Talon a reçu votre formation politique, les leaders de votre formation politique, les démocrates, il y a quelques jours. Vous, en tant qu'avocat de Rekia Madougou, également militant de cette formation politique, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre-là, de façon sommaire et expéditive? De façon sommaire et expéditive, je retiendrai que le parti Les Démocrates est resté un peu sur sa faim au terme de cette rencontre entre le chef de l'État et l'ancien président de la République, puisque même si on a pu noter que le chef de l'État est favorable pour l'audit du fichier électoral, sur les grandes questions qui permettraient au pays de faire le deuil de la crise post-électorale de 2021, le chef de l'État est resté ferme et intransigeant. Lorsque vous parlez de grandes questions, vous faites allusion à quoi et quoi, très rapidement? Je fais allusion à la détention de plusieurs personnalités politiques, au fait que plusieurs personnalités politiques également sont en exil. Et donc, nous n'avons pas noté une avancée du fait que le chef de l'État est resté fermé. Elle est restée fermée, bien évidemment. Mais l'argument qui a été argué par le chef de l'État au cours de cette rencontre, pour vous, est-ce que ça ne tient pas? Est-ce que parce que l'on a une casquette politique, on doit être exempté de tout délit? Oui, mais lorsque le délit lui-même a été organisé, a été inventé, il est normal que l'on puisse faire table rase de cette situation-là. Parce que le chef de l'État a tenu des propos assez graves à l'encontre de certaines personnalités, dont Mme Rekia Madougou et certainement le professeur Joël Aïvon, en disant que ce sont eux les manipulateurs des jeunes qui ont posé des actes de violence. Mais je tiens à noter déjà que cette déclaration du chef de l'État, aussi grave soit-elle, n'est pas fondée. Quand je dis que ce n'est pas fondé, ce n'est pas moi qui le dis. Mais nulle part, en ce qui concerne Mme Rekia Madougou à la Criette, la décision très critiquable qui la condamne n'a jamais mis à sa charge le fait qu'elle ait manipulé, qu'elle ait participé aux violences électorales de 2021. Aucune question à ce sujet ne lui a été posée. Tous les faits reprochés à Mme Madougou se limitent à la question d'une tentative d'assassinat
d'une supposée tentative d'assassinat à l'encontre de certains cadres politiques de Parakou. Ça s'est limité à ça. Donc je ne sais pas où le chef de l'État est allé rechercher le fait que Mme Madougou a manipulé des jeunes pour poser des actes de violence en avril 2021. Encore que Mme Madougou a été arrêtée 2 mois avant les élections de 2021. Et mieux, depuis le jour de son arrestation jusqu'à ce jour, elle n'a pas pu communiquer avec l'extérieur, aussi bien par téléphone que de manière physique. Donc, elle a toujours été isolée depuis maintenant 3 ans. Donc, comment pouvait-elle manipuler qui que ce soit pour arriver à des actes de violence? Mais pour finir, je dirais que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a même confirmé que le gouvernement béninois n'a produit aucune preuve relativement à ce qui concerne un témoignage, un procès verbal d'audition ou une preuve matérielle justifiant que Mme Madougou a même participé à un quelques projet d'assassinat. Donc, en réalité, le chef de l'État n'a émis que des allégations et de simples faits rapportés auxquels il s'accroche pour rester ferme. Nous trouvons que ce n'est pas de nature à rendre crédible le Bénin en ce qui concerne le respect de ses engagements internationaux. Ce n'est pas de nature à rendre crédible le Bénin selon vous. Alors, lorsque l'on prend cette rencontre-là, le chef de l'État a quand même opiné sur beaucoup de sujets d'actualité, notamment à la question des exilés politiques. Il n'a pris aucun décret pour exiler qui que ce soit. Ceux qui ont des démêlés avec la justice, qu'ils rentrent pour faire face à la justice de leur pays, qu'elle les blanchisse ou qu'elle les condamne. Oui, le problème n'est pas le fait de prendre ou pas un décret. Nulle part au monde, vous ne verrez la qualité d'exilés politiques liée au fait qu'à l'interne, un État prenne un décret pour les déclarer exilés politiques. Ça n'a pas de fondement juridique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les exilés politiques, ce sont des personnes qui sont persécutées pour leurs opinions, pour leur situation religieuse ou pour d'autres éléments qui sont en rapport avec l'indépendance de la justice. Or, aujourd'hui, il est clair que la justice béninoise n'est pas indépendante du fait que le Conseil supérieur de la magistrature est à dominance composée d'halogènes politiques. De sorte que tant que cette question n'est pas réglée, il n'est pas possible pour des exilés politiques qui, pour certains, bénéficient même de décisions favorables que le gouvernement béninois refuse d'exécuter. Donc, en l'absence d'une véritable indépendance de la justice, il n'est pas possible pour des personnes qui sont poursuivies, qui subissent un certain acharnement. Pourquoi vous avez des doutes sur l'indépendance de la justice? Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Le groupe de travail des Nations Unies l'a dit en ce qui concerne le procès de Mme Rekiat Madougou. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'a aussi dit en ce qui concerne le cas de M. Sébastien Ajavon. Et pour finir, nous avons le rapport, un rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au Bénin, qui a également martelé que la justice béninoise n'est pas indépendante et que les acteurs politiques qui ont été condamnés en 2021 n'ont pas bénéficié de procès équitables et n'ont pas bénéficié de la présomption d'innocence. Alors, Renaud Agbodjo, aujourd'hui, nous n'avons pas remué le couteau dans la plaie. L'espérance des uns et des autres, c'est de voir ces Béninois-là, qui, eux, tout au moins, ceux qui sont au pays, qui sont en prison, notamment Rekiat Madougou, Joël Aïvo et bien d'autres, recouvrir leur liberté. Est-ce que, après le refus de Patrice Talon de gracier Rekiat Madougou, est-ce qu'il y a des espérances pour sa libération? D'abord, je voudrais faire préciser que le Parti Les Démocrates n'a jamais demandé une grâce présidentielle. Le président l'a dit qu'il l'a fait savoir au président Boni Yayi. Oui, mais le président Boni Yayi n'a jamais demandé une grâce présidentielle au profit de M. Joël Aïvo. Mais est-ce que le président Patrice Talon lui avait parlé par le passé? Oui, ils se sont rencontrés en 2021 et peut-être après. Mais ce qui est constant, c'est que le président Boni Yayi n'a jamais demandé, au nom du Parti Les Démocrates, une grâce présidentielle au président Patrice Talon. Le président Boni Yayi et les députés qui l'accompagnaient, le premier vice-président et le deuxième vice-président, ont demandé au chef de l'État de soutenir la proposition de loi portant amnistie au profit de certaines personnalités en détention et en exil. C'est ce qui a été demandé. Donc si le chef de l'État a préféré parler de la question de grâce et dire qu'il ne comptait pas, qu'on appelle ça, la gracier Mme Rekiat Madougou, nous en prenons acte. Tout simplement. Nous en prenons acte, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Et par rapport au projet
en examen au niveau du Parlement? Oui, bon, on peut considérer que aussi au jour d'aujourd'hui, la proposition de loi portant amnistie générale à l'égard de certaines personnalités politiques ne peut pas être votée sans l'accompagnement Les députés de la mouvance des députés de la présidentielle? mouvance présidentielle. Les députés de la mouvance présidentielle qui sont aujourd'hui liés par la décision du chef de l'État. Nous pensons que les discussions vont se poursuivre. Est-ce que vous pensez qu'avec le refus de gracier, de grâce du président Patrice Talon, est-ce que vous pensez que les députés, eux, ne vont pas gracier Ricky Amadougou? Non, les députés... Ils ne vont pas voter la loi d'amnistie? Oui, c'est ce que je dis. Nous sommes en 2023. Les 2026, c'est dans 2 ans. Les réalités de 2023 ne sont pas forcément celles de 2024. Et je vais dire, les réalités politiques sont mouvantes. De 2023 à 2025, de 2023 à 2024, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc nous sommes toujours dans l'espoir d'espérer que les discussions évoluent positivement à ce que la loi d'amnistie introduite par le Parti Les Démocrates soit votée positivement par les députés de la mouvance. Est-ce que vous pensez que toutes les voies de recours ont été épuisées au niveau du chef de l'État pour obtenir sa clémence? Non, je voudrais d'abord vous rappeler que le Parti Les Démocrates n'a pas introduit une demande d'audience auprès du chef de l'État. Le Parti Les Démocrates a fait appel à la communauté internationale pour que les questions majeures, notamment liées à l'audit du fichier électoral, soient discutées, mais dans une situation d'équité, mais pas que la question relative à l'audit du fichier électoral. Le Parti Les Démocrates a aussi fait appel à la communauté internationale pour que les personnes en détention arbitraire et en exil forcé retournent dans leur pays et celles qui sont en détention soient libérées. Donc, le Parti Les Démocrates a fait appel à la communauté internationale. Et nous disons que notre appel à la communauté internationale reste d'actualité parce que nous estimons que il est difficile, lorsque 2 personnes ne s'entendent pas, il est difficile d'arriver à une solution si un tiers de confiance n'entrait pas en ligne de compte pour pouvoir rapprocher les positions. Donc, nous pensons aujourd'hui que c'est la communauté internationale qui peut amener le chef de l'État, dans une certaine mesure, à mettre de l'eau dans son verre, parce que justement, il estime que des opposants politiques n'avaient pas le droit de compétir à des élections. Alors aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la liste électorale, au niveau du fichier électoral, est-ce que les réponses apportées par le président Patrice Talon sont de nature à vous ont satisfait au niveau de la démocrate? Je l'avais dit sur un autre plateau qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, il faut attendre de voir. Nous ne souhaitons pas que la déclaration du chef de l'État reste juste un effet d'annonce. Parce que le chef de l'État a dit, c'est clair, qu'il est favorable pour l'audit du fichier électoral, même par un opérateur que le Parti Les Démocrates désignerait. Nous en prenons acte également, mais comment cela va se traduire? Et il faut aussi dire, comment cela va se traduire, on ne sait pas encore, mais il faut aussi dire que la question du fichier électoral, le problème, c'est que ça a été réalisé de façon non consensuelle, contrairement à la LEPI. La LEPI, même si elle avait une existence déterminée de 10 ans, elle a été faite avec tous les acteurs politiques et de la société civile à l'époque sous le président Boni Yayi et avait reçu un satisfecit général et même par l'ANIP aujourd'hui où le satisfecit était donné. Mais au moment où on constituait les organes de ces institutions qui devaient avoir à charge la confection de cette liste-là, il y avait quand même un couteau tiré entre l'exécutif et la FCB d'alors, après devenu démocrate. Oui, mais le couteau tiré ne veut pas dire qu'on doit exclure l'opposition. Mais est-ce qu'il y a eu exclusion dans un contexte où il fut un temps, on ne voulait rien savoir venant de l'exécutif? Non, mais pas du tout. Ce n'est pas le Parti Les Démocrates qui a créé le certificat de conformité. C'est une émanation ex nihilo de la Cour constitutionnelle dirigée à l'époque par l'avocat personnel du chef de l'État. Donc en réalité, la crise politique au Bénin part de la création ou de l'invention en dehors de la loi du certificat de conformité. Si on n'avait pas exclu le parti FCBE à l'époque, forcément, vous convenez avec moi que la Constitution même n'aurait pas pu être modifiée puisque à tout le moins le Parti Les Démocrates aurait pu avoir le nombre nécessaire de députés
pour empêcher que la Constitution soit modifiée, pour qu'on en arrive à l'instauration du parrainage. Une petite digression positive. Mais en tant que juriste, est-ce que l'introduction ou l'exigence du certificat de conformité d'alors, dans un contexte où il y a eu des réformes politiques, n'était pas bien séant? Non, il faut que l'introduction du certificat de conformité repose sur la loi. Vous êtes d'accord avec moi que le certificat de conformité ne tirait sa source d'aucune disposition légale. Donc, c'est une forfaiture à la limite qui a été faite à l'époque, qu'on nous a imposée, parce que sachant que sur le terrain, nous allions donner forcément du fil à retordre au parti de la majorité, au parti soutenant le chef de l'État à l'époque. Soutenant le chef de l'État à l'époque. Alors, Renaud Agbodjo, au cours de cette rencontre, l'une des bonnes nouvelles, c'est que les jeunes qui ont été pris dans ces cas de violence-là vont recouvrir leur liberté. On a donné des instructions au garde des Sceaux. Est-ce qu'à ce niveau, depuis l'effectif de cette rencontre-là, est-ce que vous avez senti des lignes qui bougent, vous qui êtes tout le temps dans les couloirs? Aucune ligne n'a bougé. Aucune ligne n'a bougé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que entre ce qui a été dit et ce qui sera fait, nous attendons de voir. Cela ne doit pas rester seulement un simple effet d'annonce. Aucune ligne n'a bougé. Mais est-ce que vous pensez que cela nécessite du temps, la libération? Non, mais moi je dis, pour la plupart, ils n'ont même pas fait l'objet d'un procès. Pour la plupart, ils n'ont même pas été interrogés. En réalité, moi je pense qu'ils doivent pouvoir bénéficier de mise en liberté. On n'a pas besoin forcément d'aller à des procès pour qu'ils soient graciés par le chef de l'État. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont été arrêtés dans le cadre des élections d'avril 2021. Il y a eu des libérations précédentes où des personnes, on n'a pas attendu qu'elles soient jugées ou condamnées pour qu'elles soient mises en liberté. Pour les étudiants, je pense que le ministre de la Justice doit faire en sorte que le procureur spécial de la Criette demande ou requiert la mise en liberté de ces jeunes-là. Donc, le chef de l'État n'a pas à demander qu'ils soient jugés avant de prendre une mesure de grâce présidentielle. Non. En 1 ou 2 semaines, si le chef de l'État ou le ministre de la Justice est sincère avec l'annonce qu'il a lui-même faite, le chef de l'État a faite, en principe, le procureur spécial doit pouvoir requérir la mise en liberté de ces jeunes-là, en attendant leur procès, déjà pour leur permettre de reprendre le chemin de l'université. Pour reprendre le chemin de l'université. Alors, l'une des griefs, puisque à l'issue de cette rencontre-là, il y a eu beaucoup de commentaires, que ce soit sur le plan national qu'à l'international, on a estimé que les démocrates n'ont pas été assez durs avec le chef de l'État. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Je rapporte des commentaires de part et d'autre. On a entendu également que le président Éric Gouneté a dit qu'il ne savait pas que la séance était filmée. D'abord, je voudrais vous faire remarquer que c'est une invitation du chef de l'État. Et pas que nous ne nous y attendions pas, mais nous n'étions pas demandeurs. Mais ce à quoi nous avons pu assister, c'est que c'était pour le chef de l'État plus une démonstration de force qu'une séance de dialogue politique. Parce que, d'abord, je peux confirmer que la délégation des démocrates ne savait pas qu'elle était filmée, puisqu'il n'y avait pas de régie visible, il n'y avait pas de caméra visible. Et donc, pendant que certainement le parti Les Démocrates discutait avec le président de la République, à qui il faut un minimum de déférence en respect de la fonction, nous avons senti de l'autre côté que le chef de l'État était plutôt dans une position condescendante envers un ancien chef de l'État. C'est ce qu'il faut noter. Et le président Boni Yayi, comme à son habitude, avec beaucoup d'humilité, s'est adressé, certainement avec beaucoup aussi de fermeté, mais avec surtout d'humilité, s'adressait au chef de l'État en exercice. En exercice. Mais il y avait quand même des caméras dans la salle, comment on ne peut pas savoir? Oui, il n'y avait pas de caméras. Il y avait des caméras robots. Oui, mais c'est quand même visible. Oui, mais est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui que le chef de l'État, Boni Yayi, l'ancien chef de l'État Boni Yayi, a été informé que ces caméras tournent? Parce qu'il peut y avoir des caméras sans qu'elles ne tournent. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les rencontres avec Éric Gouneté, Candidat Zanaï d'alors, toutes les rencontres qu'ils ont eues la plupart du temps, avec les rencontres élargies pour la plupart du temps, on sait que on ne peut pas filmer une personne sans lui dire qu'elle est en train d'être filmée. Surtout lors d'une rencontre politique. Et je persiste et je signe qu'aucun membre de la délégation du Parti Les Démocrates n'a été informé qu'elle était filmée. Je me garde de faire d'autres commentaires qui prouvent davantage qu'il n'était pas filmé parce que cela relève d'une haute confidentialité. Mais je confirme avec assurance que le président Boni Yayi ne savait pas qu'il était filmé.
Vous ne savez pas qu'il était fumé. Alors, aujourd'hui, cette rencontre, elle a connu son effectivité. Il y a eu des promesses par rapport à certains glitaux. La question du social a été évoquée par le président Boniaï, le président Patrice Talon a rétorqué, vous avez interrogé sur ce qui est fait au niveau des cantines scolaires, au niveau de l'amélioration des salaires de part et d'autre. Le président Boniaï a promis revenir. Est-ce que dans les jours à venir, on peut espérer une autre rencontre entre Patrice Talon et Boniaï sur la question sociale, puisque Boniaï l'a évoqué au cours de cet entretien-là? Oui, ça reste toujours à discuter au niveau du parti. Je pense que le parti Les Démocrates n'a jamais été un parti fermé. C'est un parti de dialogue, c'est un parti de discussion et nous pensons que c'est de la contradiction que peut jaillir la lumière. Mais seulement nous disons que ne faudrait pas qu'on utilise les moments de dialogue comme des moments de distribution de points. Pour dire, oui, vous me critiquez, vous êtes qui pour demander ceci? Non. Il ne faut pas qu'on fasse des moments de rencontre politique, des moments je dirais, de condescendance ou des moments de démonstration de force. Je pense que le chef de l'État lui-même, connaissant bien le président Boniaï et le président Boniaï connaissant bien le chef de l'État, savent qu'ils ont discuté plusieurs fois sans que cela ne fasse l'objet d'une démonstration de force politique. Donc je crois que si nous devons aller à une autre discussion, cela devra faire l'objet de préparations consensuelles sur les sujets abordés et les conditions dans lesquelles cette discussion-là devra se faire. Cette discussion sera faite. Alors, Renan Goudjo, aujourd'hui, vous êtes toujours avocat de Rekia Madougou. Il y a quelques jours, je ne vais pas dire le week-end dernier, il y a eu des messes qui ont été célébrées de part et d'autre à travers le pays pour commémorer le 1000e jour de détention, implorer la clémence divine pour obtenir sa libération et également envoyer des messages à l'endroit du chef de l'État. Mais de façon politique, en dehors des actions que vous avez menées au niveau des Nations Unies, au niveau des États-Unis et bien d'autres qui ont quand même porté leurs fruits, est-ce que sur le plan national, vous avez d'autres actions politiques que vous menez de façon concrète pour véritablement inverser la donne au niveau du Parlement? Puisqu'il y a quand même une grande carte qui se joue à ce niveau-là et on a comme l'impression que vous minimisez l'enjeu. Non, je ne vais pas ici vous étaler toutes les stratégies de l'ombre ou de lumière que le parti utilise pour parvenir à l'adoption de cette loi-là. Je dirais tout simplement que le parti Les Démocrates reste confiant sur le fait que pour lui, la priorité avec la question de la transparence des élections de 2026, la question de la liberté, de la libération des détenus politiques reste un enjeu majeur et capital. Parce que tant que nous aurons des détenus politiques en prison, tant que nous aurons des exilés hors du pays, quelle que soit la nature des élections qui seront organisées, quel que soit le nombre d'élections qui seront organisées, je pense que la crise politique au Bénin ne sera pas résorbée. Elle ne sera pas résorbée. Le chef de l'État, au cours de la rencontre, puisque vous parlez des élections générales de 2006, il y a des questions également de la réforme du système partisan, des réformes sur le code électoral, où le chef d'État a dit qu'il serait porteur, ou qu'il serait un soutien pour toute réforme qui serait de nature à renforcer l'envergure nationale des partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, tant que cela est fait de manière consensuelle, parce qu'il faudrait rappeler que les grandes réformes... Parce qu'il a dit que si vous déconstruisez ce qui a été fait, les démocrates seront cassés, par exemple. Oui, mais c'est ce que nous disons. Toute discussion sur les réformes politiques majeures doivent se faire de manière consensuelle. Et notre Constitution a érigé le consensus en un principe à valeur constitutionnelle. Nous ne demandons qu'à discuter pour arriver, dans le cadre d'un consensus, à des réformes politiques. En réalité, on accuse le Parti Les Démocrates de ne pas discuter, alors que ce n'est pas le Parti Les Démocrates qui a pris sur lui la responsabilité de faire les réformes de manière exclusive. Oui, on accuse peut-être parce que, peut-être comme la plupart des gens connaissent le passé entre Boniaï et Patrice Talon, on se dit, des amis, quand même, doivent savoir comment mettre de côté la divergence et parfois trouver intérêt d'entente. Non, moi, je n'ai pas fréquenté le président Boniaï pendant qu'il était ami avec le président Patrice Talon. Je n'étais pas présent aux côtés du président Boniaï à cette époque, donc je ne peux pas m'aventurer sur cette question-là. Ce que je sais, c'est que le Parti Les Démocrates a toujours été le parti de dialogue, est le parti de dialogue, le parti de discussion et le parti prêt à accompagner toute initiative allant dans le sens d'une réforme politique consensuelle. Puisque,
comme je l'ai dit, la Constitution a érigé le consensus en un principe à valeur constitutionnelle, de sorte que toute réforme politique qui est faite de façon exclusive ne peut pas être considérée comme une réforme qui respecte la Constitution. Qui respecte la Constitution. Alors, au lendemain, je vais vraiment passer ce commentaire qui a été fait par le chef de l'État sur votre logo. C'est quand même amusant, ça a fait quand même couler beaucoup d'encre dans les... Oui, mais je veux dire qu'on en parle. Oui, par rapport à votre logo, on vous demande de ne pas incendier le pays, même si sur votre logo, il y a une flamme. Alors, je vais m'aventurer sur la définition même du mot flamme. D'abord, à l'origine, la flamme du Parti Les Démocrates symbolise quoi? Je suis allé rechercher un peu l'origine de la flamme. En réalité, quand vous prenez les Jeux Olympiques sont caractérisés par quoi? Les Jeux Olympiques qui se déroulent chaque 4 ans sont symbolisés par une flamme qui, au début des compétitions, il y a une personne qui allume la flamme olympique. Mais je suis allé rechercher dans les livres d'histoire et jusqu'à aujourd'hui, la définition n'a pas changé. La flamme olympique a pour signification la paix et l'amitié entre les peuples. Alors, si pendant les Jeux Olympiques, toutes les querelles sont tues, si pendant les Jeux Olympiques, à cause de la flamme olympique, toutes les contradictions sont tues, alors pourquoi penserait-on que le Parti Les Démocrates, qui est illustré par la flamme olympique, constituerait un parti de violence? Donc je crois que le chef de l'État je pense que le chef de l'État s'est trompé en disant que la flamme olympique représente, ou la flamme du Parti Les Démocrates qui est semblable, qui est identique à la flamme olympique, constitue une flamme de violence. Au lendemain de cette rencontre-là, le parti politique Force Koé pour l'émergence, FCBE, est sorti pour s'insurger contre le fait que Boni Yayi, leur ancien mentor, les ait traités du fait qu'ils ne sont pas opposants. Non, je pense que le parti, les FCBE, lâche la proie pour l'ombre. Mais ils ont raison quand même. Aller dire ouvertement, publiquement qu'ils ne sont pas de l'opposition, c'était quand même un peu provocateur. Oui, peut-être provocateur, mais sans vouloir justifier dans la forme ou dans le fond les propos du président Boni Yayi. Mais je crois que le parti FCBE, qui est l'ancien parti du président Boni Yayi, quand on connaît l'origine des FCBE, je pense que ça ne devrait en principe surprendre personne, y compris même les membres actuels du parti FCBE. En fait, ce que je déplore souvent chez le parti FCBE, c'est que c'est un parti qui est devenu trop attentiste. C'est-à-dire, ils ne prennent aucune initiative aux côtés des autres partis de l'opposition. Le parti FCBE ne mène aucune action pour jouer son rôle de parti politique d'opposition. Le parti FCBE n'a aujourd'hui que pour priorité de critiquer toute initiative du parti Les Démocrates, comme s'il y avait une guéguerre personnelle entre les anciens collaborateurs du président Boni Yayi des FCBE et le président du parti Les Démocrates. Donc, ils attendent forcément que le parti Les Démocrates prenne une initiative allant dans le sens de revendiquer des droits au profit de l'opinion ou du peuple, pour venir dire à tort ou à raison que le président Boni Yayi n'aurait pas dû dire ceci, n'aurait pas dû dire cela. Là où on attend le parti FCBE, et je crois que là où le peuple ou l'opinion attend le parti FCBE, c'est de jouer pleinement son rôle de parti d'opposition et non d'avoir à se plaindre qu'on l'ait traité de parti d'opposition ou pas. Êtes-vous prêt à travailler avec la FCBE dans l'opposition? Oui, tout dépend. Pour une synergie d'action? Non, évidemment. Le parti Les Démocrates n'a jamais été un parti fermé. D'ailleurs, une correspondance est allée à l'endroit de tous les partis se revendiquant de l'opposition, y compris oui, le parti FCBE. Si vous leur avez envoyé une correspondance du fait qu'ils se revendiquent de l'opposition et que publiquement devant le chef de l'État, vous dites qu'ils ne sont pas l'opposition. Non, ce n'est pas. Qu'il n'y a pas une antinomie? Le président Boni Yayi, je n'ai pas envie de le dire parce que cela pourrait prêter à équivoque. Le président Boni Yayi discutait avec le président Patrice Talon dans un cadre a priori privé. Et c'est là que je reviens sur le fait que la discussion entre le président Boni Yayi et le président Patrice Talon n'était pas censée être filmée. C'est une discussion politique. Et lors de discussions politiques, tout peut se dire.
Donc, je pense que on peut considérer que même si le parti FCBE est un parti pour la forme qui est de l'opposition, il faut que lui-même arrive à justifier dans ses actes, dans ses faits, qu'il est un véritable parti d'opposition. Le chef de l'État a dit, c'est peut-être parce que le parti FCBE ne l'insulte pas, que le président Boni Yayi a dit que ce n'est pas un parti d'opposition. Mais dites-moi, combien de fois, qui a insulté le président Boni Yayi et le président Patrice Talon au sein du parti Les Démocrates? Porter la contradiction n'est pas considéré comme une injure. En réalité, je pense que soit on accepte qu'il y ait des partis d'opposition, dans ce cas, on accepte le débat contradictoire, où notre constitution en arrive à changer le régime politique pour dire désormais tous les partis doivent se fondre dans un parti unique et il n'y a plus de contradiction, tout est linéaire. Donc un parti d'opposition doit pouvoir jouer son rôle de premier plan qui est celui de faire en sorte... Donc pour vous, FCBE ne joue pas le rôle de parti d'opposition? Sans fausse modestie, je pense que le parti FCBE ne joue pas pleinement le rôle d'opposition. Je considère que le parti FCBE ne joue pas pleinement le rôle d'opposition, parce qu'on ne les entend pas. Et cela s'est illustré d'ailleurs aux dernières élections législatives. Ils n'ont remporté, évidemment, à la fin du décompte, ils n'ont pas pu obtenir un seul député à l'Assemblée nationale. Parce que le parti, les démocrates, qui était un parti naissant, est né avec beaucoup plus de légitimité que le parti FCBE qui existait depuis plus de 10 ans. Merci à vous, Renaud Agbodjo. On vous aura compris. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien du jour. Vous allez regarder droit aux caméras. C'est votre deuxième fois sur ce plateau. Vous allez adresser à ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien un mot pour conclure. Je remercie les téléspectateurs de votre chaîne pour nous avoir suivis. Nous espérons que les arguments que nous avons donnés en ce qui concerne la rencontre avec le chef de l'État et le parti Les Démocrates ont convaincu. Nous pensons que ce n'est que dans le dialogue et dans le respect des uns et des autres que la lumière peut jaillir. Le parti Les Démocrates est un parti de dialogue et il n'est demandé que de dialogue. Mais la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous n'allons pas de crise électorale en crise électorale. Et je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu pour que le chef de l'État, un bon père de famille, fasse table rase des conséquences néfastes des élections de 2021 afin que les détenus politiques soient libres, afin que les exilés politiques puissent rentrer chez eux. Puisque notre constitution dit qu'il ne doit y avoir de détenus politiques et nul ne peut être contraint à l'exil. Merci à vous, Renaud Agbodjo. Je retiendrai de cette émission, chers amis internautes, que le conseiller juridique du parti politique Les Démocrates sur ce plateau a eu à dire qu'à l'issue de cette rencontre-là, le parti est resté sur sa faim sur les grandes questions, notamment la détention de personnalités politiques et d'exilés politiques. Il a traité de non fondés les propos du président Patrice Talon sur le fait qu'il parlait de ceux qui sont les instigateurs des violences électorales. Boni Yayi n'a jamais demandé une grâce présidentielle au profit de Ricky Amadougou au nom de Les Démocrates, a laissé entendre Maître Renaud Agbodjo, qui est l'un des avocats conseils de Ricky Amadougou et l'avocat personnel de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Ils sont toujours dans l'espoir que quelque chose puisse se faire pour obtenir la libération de Ricky Amadougou. Il estime que la communauté internationale peut amener le président de la République à mettre de l'eau dans son vin. Dans ce sens-là, c'était pour le président de la République une démonstration de force plutôt qu'un dialogue, a laissé entendre Maître Renaud Agbodjo sur ce plateau. Aucun membre de la délégation n'a été informé qu'ils étaient filmés, a-t-il dit à maintes reprises au cours de cet entretien. Interrogé sur la sortie médiatique des FCBE au lendemain de cette rencontre qui a eu lieu au palais de la Marina, pour lui, les FCBE sont trop attentistes, ils ne prennent aucune initiative réelle, ils critiquent tout ce que fait les démocrates et ils doivent justifier leur appartenance à l'opposition. Pour lui, les démocrates, le parti politique Les Démocrates auquel il milite, porte la contradiction et n'insulte pas le chef de l'État. FCBE, quant à lui, doit jouer pleinement le rôle de parti d'opposition. J'espère que j'ai plus ou moins résumé les propos. Absolument, vous y êtes. Merci à vous, Maître Renaud Agbodjo. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous êtes l'un des avocats de Ricky Amadougou, avocat personnel de l'ancien président Thomas Boni Yayi, actuel président du parti politique Les Démocrates. Vous êtes militant au sein
de cette formation politique. Vous êtes l'un des conseils juridiques du Parti politique Les Démocrates. Merci d'avoir cette invitation. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous du JT à 19h.